Dernier, dans une émission de télévision, Manuel Valls, le Premier ministre français, a estimé que Ali Ben Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, n'avait pas été élu comme on l'entend. Des propos qui secouent d'ores et déjà la classe politique gabonaise. Libreville a rappelé son ambassadeur en France pour consultation. Le Gabon a aussitôt réagi donc. Le ministre de l'Intérieur, Paco Moubele Boubéi, s'est dit grandement surpris et étonné par la nature des propos du Premier ministre français. Pendant ce temps, l'opposition gabonaise s'organise tant bien que mal pour affronter le président sortant à la prochaine élection présidentielle prévue pour le second trimestre 2016. Gabon-France s'achemine-t-on vers un nouveau bras de fer à quelques mois de la présidentielle? Tel sera notre premier débat du jour. Ensuite, nous nous intéresserons à la Libye, où un gouvernement d'union nationale a été formé ce mardi, une étape prévue par l'accord parrainé par l'ONU. Un timide pas vers la résolution politique à la crise traversée par ce pays, un pays qui, rappelons-le, est divisé avec en toile de fond la menace djihadiste grandissante. Libye, gouvernement d'union nationale, clap de fin de la crise que traverse le pays depuis la chute de Kadhafi. Tel sera notre second plateau du jour, mais avant tout ceci, suivons ensemble le flash d'information. Au Mali, 3 gendarmes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi près de Mossi par des djihadistes présumés. Confirmant l'information, un responsable de la police locale a affirmé que les 3 gendarmes étaient tombés dans une embuscade à une 60aine de kilomètres de Mossi. En Tunisie, un couvre-feu a été décrété mardi soir à Kasserine, ville défavorisée du centre-ouest de la Tunisie, où 14 personnes ont été blessées lorsque la police a dispersé des manifestants réclamant des emplois. L'on célébrait l'an 1 du soulèvement populaire en République démocratique du Congo ce 19 janvier. Près de 5000 personnes ont manifesté contre le pouvoir mardi à Bukavu, tandis qu'à Kinshasa, la police a empêché toute la journée les rassemblements prévus par l'opposition à la mémoire des morts de la répression des émeutes de janvier 2015. Le samedi 16 janvier, Manuel Valls, Premier ministre français, a évoqué dans l'émission On n'est pas couché le président gabonais Ali Bongo Ondimba, répondant à la question de l'humoriste Jérémy Ferrari au sujet de la marche du 11 janvier 2015 en mémoire des victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo. Manuel Valls a créé la surprise en proposant une explication peu diplomatique. Dans cette manifestation, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens surtout un autre Africain, élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta, et le Premier ministre d'enfoncer le clou, tandis que l'humoriste insiste parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement, non, pas comme on l'entend. Gabon, France, s'achemine-t-on vers un nouveau bras de fer à quelques mois de la présidentielle? Premier débat pour le compte de ce numéro de Angle de vue sur Sika. Le débat, c'est juste après ceci. Et pour en parler, je reçois Moïse Soudé, journaliste indépendant. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Et face à vous, je reçois Titus Folly, également journaliste et directeur de publication du quotidien, L'Aurore. Titus Folly, bienvenue. Merci d'avoir accepté. Bonjour, chers confrères. Bonjour, téléspectateurs. Moïse Soudé, dites-moi, c'est un dérapage en direct ou c'est une réponse savamment préparée? Ce lapsus est révélateur. C'est ce que nous avons toujours dit. Ali Bongo n'était pas élu dans les bonnes conditions. Et les Gabonais en avaient parlé, mais personne n'a relayé l'information. Aujourd'hui que les Français, nos maîtres à penser, ont décidé de dire la vérité, parce que quand vous allez sur le plateau de Laurent Ruquier, on n'est pas couché. Non, c'est des pièges partout. On lui a tendu le piège, il est tombé dedans. En fait, il avait envie de dire ça depuis, mais il n'a pas eu l'opportunité de le dire. Tout le monde sait que le président gabonais n'a pas été élu dans les conditions. Aujourd'hui, c'est tellement que Ali Ben Bongo n'est plus en odeur de sainteté avec la France et le Premier ministre a dû lâcher la bombe. Voilà. Titus Folly, vous pensez que c'était prévu, planifié? Je dirais oui. Oui, parce que depuis un certain moment, Ali Ben Bongo n'a pas pu assumer le legs, l'héritage à lui laissé par son père, surtout en ce qui concerne la loge
Vous voyez de quoi je parle déjà, la loge maçonnique. Et il y a ce contentieux qui est entre Ali Ben Bongo et les Français. Si vous savez, c'est eux qui ont la paternité de cette obédience spirituelle. Au-delà de ça, Ali Ben Bongo devait également payer une lourde dette vis-à-vis de la France, parce que depuis un certain moment, il y a les pays émergents qui viennent et qui commencent par écumer Libreville, Port-Gentil à travers de grands projets, des projets qui étaient assumés de mettre avant par les grosses cylindres, les grosses multinationales françaises, et qui de plus en plus sont en train de perdre leur part de marché. Donc vous pensez que c'est cette redistribution des cartes économiques-là qui fait que la France aujourd'hui... Et pour finir, ce n'est pas encore fini. Et bon, la dernière nouvelle, c'est que bon, Ali Ben Bongo est en train de chercher à équilibrer les cristaux. Par rapport aux deux obédiences françaises, la droite et la gauche. Bon, il ne veut pas mettre... Il a affaire avec les Français, avec la droite, avec la gauche. Il est en train de voir que les gens de la gauche, ce ne sont pas des gens qui ont de parole. Il est en train de rebattre ses cartes vis-à-vis de la droite. Il se pourrait que le prochain président français soit de la droite. Donc tout ceci explique toutes ces contingences qui sont survenues la dernière fois et qui vont faire que, bon, Manuel Valls a été obligé d'user de ce protocole peu diplomatique. Moïse Soudé, un Premier ministre d'une république aussi respectable que la France, peut-il tenir de tels propos quand on sait que, quoi qu'on dise, au Gabon, il y a des institutions de la République et ce sont ces institutions-là qui ont fait élire Ali Ben Bongo Ondimba? Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'ai toujours dit, on ne peut pas faire une élection en Afrique sans la bénédiction de la France. À un moment donné, la France a voulu que Ali Ben Bongo soit président. Il a été président. Et comme l'a dit le confrère, il devient enfant peu docile. Il a commencé par fermer un certain nombre de robinets. Vous savez que la franc-maçonnerie vient de la France avec Guéant. Donc vous ne pouvez pas être aujourd'hui membre de la franc-maçonnerie et ne pas faire allégeance au patron de la franc-maçonnerie. Et depuis un certain temps, il devient enfant rebelle. Vous voyez la comparaison entre Ali Ben Bongo et Ibeka? Ce n'est pas une comparaison innocente. Ça veut dire quoi? Que Ibeka, c'est l'enfant docile. C'est aujourd'hui l'enfant chouchou qui est prêt à faire la volonté de la France. Il a dit bien élu. Bien élu. Et je crains que d'ici à 2 ans, qu'on nous revienne nous dire, président mal élu. Parce que la France a constaté que le Gabon est en train de lui échapper. Et si on ne fait pas attention, le prochain président ne sera pas Ali Ben Bongo. Ils vont choisir peut-être Jean Ping, qui va faire le jeu, il sera le président du Gabon. On va y arriver. Ce n'est pas la première affaire récente entre les deux capitales. On se souvient de la garde à vue de Mexon à Combessi, tout puissant directeur de cabinet du président Ali Ben Bongo Ondimba. On se souvient aussi l'affaire de Onaïda Maïcha Bongo Ondimba qui a demandé que l'acte de naissance de son grand frère et héritier de Omar Bongo Ondimba soit révélé à la justice française. Une troisième affaire, est-ce que, Titus Folly, cela ne traduit pas une volonté manifeste? Vous pensez que c'est juste le droit qui doit être dit ou c'est une volonté manifeste de la France de remuer, de dessoucher quelques affaires par rapport au Gabon? Oui, c'est une méthode bien planifiée pour dessoucher un certain nombre d'affaires. Point Kikine Ali Ben Bongo, je continue par insister sur ça. Et vous avez vu, ces propos, ce réquisitoire véhément du Premier ministre intervient dans quel contexte? 3 mois, 4 mois après le livre de Béan. Oui. Et qui a été un brûlot contre Ali Ben Bongo. Bien sûr. On a presque renié ses origines. Oui, dans l'ouvrage dont vous parlez, on a affirmé que Ali Ben Bongo ne serait pas le fils légitime ou le fils biologique de Omar Bongo Ondimba, qui serait venu du Biafra, du Nigeria. Et voilà donc des révélations qui ont d'ailleurs indigné le Gabon, qui a fortement réagi. Et il s'avère aussi que dans les 54 enfants déclarés du président feu Omar Bongo Ondimba, Ali Ben Bongo est le seul dont l'acte de naissance n'avait pas été divulgué. Depuis que Pierre Péan a sorti Nouvelles Affaires africaines, mensonge et pillage au Gabon, personne n'a encore porté un démenti formel. Moi, j'ai lu l'ouvrage. Et ça, la France a encouragé, dès que ce livre-là est sorti, il dit, la France vient de lâcher le Gabon. Et c'est des réalités. Est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, Ali Ben Bongo a prouvé qu'il est le fils de Bongo Père? Pas encore. Mais bon, son acte de naissance est répertorié en France. Non, vous savez comment on peut obtenir acte de naissance?
Il peut trafiquer un acte de naissance en Afrique. Juste en France? Non, mais son acte de naissance est enregistré à Nantes. Voilà. On dit qu'il a étudié dans des universités. Pierre Péan est allé sur le terrain. Jamais on n'a vu son nom dans le registre de l'université. Eh bien, pourquoi prenez-vous pour pain béni les enquêtes de Pierre Péan? Et pourquoi le Gabon ne vient pas nous prouver le contraire? Voilà, donc on va évoluer. Ce n'est donc pas la première affaire. Hein. Il y a plusieurs affaires donc qui font que aujourd'hui on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Le Gabon a par ailleurs rapidement rappelé son ambassadeur en France, Germain Ngoyo Moussavou, pour consultation. Cette réaction est normale selon vous? C'est une formalité. Ouais, il faut remonter un peu à Foucault pour comprendre les relations entre le Gabon et la France. Le président gabonais était tout puissant. J'ai même lu dans un document que pour constituer un gouvernement en France, il fallait faire appel on lui envoyait la liste à Omar Bongo et c'est lui Ondimba qui décidait de qui. Ça veut dire quoi? Que le Gabon était en bon terme avec la France. Oui. Mais depuis que son fils en griffe a pris le pouvoir, il a rompu un certain nombre de relations. Et la France ne supporte pas ça. C'est la France qui décide de vous lâcher. Mais vous n'avez pas le droit de décider de lâcher la France. Quand vous décidez de lâcher la France vous règle ses comptes. Et on va voir, après l'élection, il risque de perdre son fauteuil. C'est aussi clair que ça. Donc, aujourd'hui, s'il veut vraiment, comme on l'a dit, il faut qu'il ramène la balle à terre, qu'il reprenne langue avec la France, sinon il va lui faire la fête. Vous cautionnez le fait que le Gabon rappelle son ambassadeur pour consultation? Ça, c'est la moindre des réactions qu'on peut savoir, parce que cette déclaration a eu des zones sismiques. Voilà. Et bon, quand vous voyez à la suite de tout ce réquisitoire, s'il n'y avait pas eu cette réaction, au moins la moindre, ça veut dire qu'on donne caution à ce qui se passe. Mais voyez, à l'analyse, j'ai l'impression que le tandem présidentiel français, le président Hollande et son premier ministre, Manuel Valls, sont dans une sorte de distribution de cartes. Il y a l'un qui est là pour adouber certains nombres de dictateurs. Vous avez vu comment ça s'est passé au moment où les Congolais ont placé des guichets devant la présidence pour régler les comptes à Sassou Nguesso. Il y a eu cette interview sibylline qui est intervenue pour donner la boule de sauvetage à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, comparativement à Omar Bongo, voilà la différence. Sauf que l'autre est docile, il s'est protégé la manne pétrolière au profit des sociétés des conseils. Le président Sassou était d'ailleurs à Paris quelques semaines avant le projet de révision de la Constitution. Mais Omar Bongo aussi est un enfant docile au-delà de tout. Au-delà de tout, même s'il est en train de redistribuer les cartes, mais il essaie quand même de caler un certain nombre de choses encore dans le giron français. Et donc je pense que c'est une chasse à l'homme qui est un peu... Qui ne va pas forcément perdurer. Qui ne va pas perdurer, non. J'ai l'impression que c'est une sorte de pression. Le fait de revenir à de bons sentiments pour que, bon, les prochains marchés, parce qu'il y a la Chine qui est là. Bien sûr. L'empire chinois qui est là et qui est en train de rôder. Qui est en train de rôder par rapport à un certain grand nombre de marchés. Il va falloir que Ali Ben Bongo fasse votre face et redistribue les cartes. Ce qui est pour la France, il essaie de les redonner à la France. Et bon, peut-être donne les miettes à la Chine pour avoir la paix. S'il ne le fait pas, et bon, ce qui fait peur à la France, c'est la Chine. Pointerai. Parce que la Chine a décidé d'investir désormais l'Afrique. Et la Chine est en train de rogner sur le territoire français. Et ce que la France n'aime pas. Moi, j'ai suivi le discours de notre Premier ministre lorsqu'il était encore en France. Il a été clair. Il a été clair. Aujourd'hui, la France craint l'avancée de la Chine en Afrique. Et la Chine est en train de prendre beaucoup de choses. Et la France dit, quand vous lisez un peu le rapport Védrine, la France veut reconquérir ces territoires. À travers le rapport là, on voit clairement en 15 points ce que la France veut faire de l'Afrique. La France veut récupérer son bien. Donc, et c'est ça qui fait que si aujourd'hui un président n'ouvre pas le boulevard pour permettre à la France de s'engouffrer, on lui crée des ennuis. Du côté de Matillon, les services du Premier ministre prônent l'apaisement. Ils disent que la cellule diplomatique de Manuel Valls justifie ses propos par sa fatigue en fin d'émission et promet une déclaration rapide pour calmer le jeu. Moïse Soudé. La déclaration rapide viendra quand? Mais probablement d'ici la fin de la semaine. Non, ça s'est passé samedi, c'était devant la télé quand ça s'est passé. Si diplomatiquement, déjà lundi, mardi, on aurait pu régler ça. Mais il ne faut pas régler. Les Français, ce sont des gens orgueilleux. Ils veulent que le président gabonais revienne. D'abord. Comme l'enfant prodigue, qu'il revienne à la maison, qu'il revienne faire allégeance à la France. Et ensemble avec la France, on va dire qu'est-ce qu'il faut donner à la Chine et qu'est-ce qu'il ne faut pas donner à la Chine. C'est ce qu'on attend de lui. Quand il va faire ce premier pas-là, la France, de façon diplomatique, pourra présenter des excuses à tout le Gabon.
Il ne faut pas oublier que bientôt, le Premier ministre Manuel Valls a prévu de se rendre au Gabon pour le courant de cette année 2016. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille réellement communiquer pour dire écoutez, c'est une erreur et tout va rentrer dans l'ordre? Connaissant un peu la figurance du Premier ministre, il serait difficile qu'il présente d'abord ses excuses. Oui. Deuxième chose, à la lui vont les choses, j'ai l'impression qu'il va reporter cette visite. Vous pensez? Oui. Une visite quand même stratégique, Moïse Soudé, au vu il a intérêt actuellement à reporter cette visite. Il faut d'abord aplanir les angles, régler tous les comptes. Et quand il y aura la bonne harmonie, il peut revenir. Sinon, s'il va au Gabon, il sera humilié. Bon Dieu, le chaudron est là, intact et prêt à l'accueillir. Les propos de Manuel Valls ne sont pas passés inaperçus, vous vous en doutez, dans la classe politique gabonaise, notamment avec en toile de fond la présidentielle de 2016 et dans toutes les têtes, Ali Bongo doit tirer les conclusions de son imposture, a aussitôt confié Richard Moulombo Mumbo, président de l'ARENA, une alliance pour le renouveau national de l'opposition. Le front de l'opposition pour l'alternance FOPA pour la présidentielle 2016 au Gabon a d'ailleurs désigné son candidat. Une vingtaine de cadres du FOPA, la principale coalition d'opposition au régime du président Ali Ben Bongo Ondimba, ont choisi donc Jean Ping lors d'un vote à huis clos. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, trop sûr de son curriculum vitae et de son carnet d'adresses, espère chasser Ali Ben Bongo Ondimba du pouvoir. Vous connaissez les relations entre Ali Ben Bongo et Jean Ping, par l'intermédiaire de Pascaline. Tout ça là, c'est dans le cadre du partage de l'héritage du Dieu. Et aujourd'hui, si Jean Ping veut être candidat, forcément il a reçu la bénédiction de la France. Et la France a trouvé peut-être son joker pour remplacer Ali Ben Bongo. C'est clair, on est en train de voir déjà la nouvelle carte géostratégique de la France. Si Ali Ben Bongo revient à de meilleurs sentiments, il garde le pouvoir. Le cas contraire, il sera chassé du pouvoir. Parce que, n'oubliez pas que c'est Pascaline qui gère la fortune du vieux. Donc, vous parlez de Pascaline Bongo, la grande sœur de Ali Ben Bongo. Oui, c'est elle qui gère la fortune du vieux. Donc, avec cet argent-là, elle va aider Jean Ping à faire campagne contre son frère. Encore que, déjà au niveau de la famille, il y a des problèmes. Ils vont profiter de ça pour lui faire la fête. C'est aussi clair que ça. À moins qu'il ne se ravise pour dire, je vais faire la paix. Ce n'est pas à la France de venir lui demander pardon. C'est encore lui qui ira demander pardon à la France pour avoir donner les intérêts français à d'autres nations. C'est ça. Moïse Soudé, votre avis par rapport à Titus Folly, voilà. Votre avis par rapport à cette question-là, vous pensez réellement que aujourd'hui Jean Ping aurait quand même caution au niveau, même au sein de la famille Bongo, pour aller défier Ali? Oui, Jean Ping a aujourd'hui les faveurs du pronostic, parce que d'abord, à l'interne, vous savez, entre le bois et l'écorce, on n'y met jamais le doigt, mais entre Pascaline et Ben, le courant ne passe plus. Premier actif. Il ne faut pas oublier que ce sont les deux, Ali Ben Bongo et Pascaline, qui sont les légataires universels de mais toujours, il y a eu cette mésentente légendaire depuis que le vieux est passé à Vietnam. Oui, il y a eu cette mésentente. On n'arrive pas à dire qui doit avoir quoi dans cette manne-là, dans ce butin de guerre qui lui a été légué. La deuxième chose, c'est que entre Ali Ben Bongo et Jean Ping, il y avait encore d'autres contentieux. Quand les deux étaient aux affaires aux côtés de leur mentor spirituel, il y avait des contentieux qui n'avaient pas fini de régler. Donc c'est aujourd'hui le moment peut-être pour Ali et pour Jean Ping de s'arc-bouter sur la puissance française et de pouvoir rebondir et prendre le pouvoir. Moïse Soudé, c'est une investiture. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Parce voilà, que il ne faut pas oublier parce que a une carapace et il s'est encaissé, il s'est donné. J'y venais. C'est une investiture qui est contestée au sein même du FOPA parce que il y a le président du FOPA qui a dénoncé, il a parlé carrément d'imposture et évoqué la possibilité d'organiser une primaire d'ici février ou mars. Il y a aussi le fils du défunt opposant André Baobam, dont on va parler, dont le parti Union Nationale est également membre de cette coalition. Il dénonce la procédure, arguant qu'elle est non conforme au statut du front. Yves-Antoine Eyene Abega Baobam, c'est son nom, a aussi parlé de primaire et mis en garde contre le risque de division au sein de l'opposition. Vous pensez que Jean Ping peut aller dans ces conditions-là? Vous savez, ce que je reproche un peu à l'opposition en Afrique, c'est ça. Quand vous voulez affronter quelqu'un, un mastodonte comme Ali Ben Bongo, il faut prendre un candidat qui a le poids. Il faut prendre un candidat qui a le poids. Parce que
qui vous dit qu'au niveau des primaires, c'est forcément celui qui a le poids, qui a la poigne qui sera désigné. L'opposition africaine parfois se laisse infiltrer par la puissance financière du pouvoir. Et Jean-Pierre, moi je crois que Jean-Pierre a quand même un passé. Du vivant du vieux, il a collaboré avec le vieux. Donc il maîtrise un peu le labyrinthe du pouvoir. Et c'est celui qui est aujourd'hui habilité à affronter Ali Ben Bongo. Maintenant, si au niveau de l'opposition, on estime qu'il n'a pas été désigné dans les règles de l'art, qu'on devait reprendre, qui est-ce qu'on peut trouver et qui va affronter celui qu'on a en face? Et est-ce que celui-là aura la bénédiction de la France? Parce qu'il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier cet aspect de la chose qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit renverser, doit faire partie Ali Ben Bongo, il faut forcément qu'il ait la bénédiction de la France. L'autre côté, c'est le côté financier. Vous ne pouvez pas vouloir affronter quelqu'un comme ça si vous n'avez pas de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça en Afrique. Et Jean-Pierre a les moyens financiers avec Pascaline Bongo, qui va profiter de l'occasion pour régler ses comptes avec son frère. Maintenant, si on prend quelqu'un de l'opposition, Pascaline ne sera pas d'accord pour forcément mettre enclin à investir. C'est clair. Donc, il vaut mieux que les Gabonais se retrouvent autour de celui-là qui est capable de détrôner le président actuel. Sinon, une fois encore, ils seront battus KO. Parce que depuis cet état en Afrique, les élections, on ne les gagne pas KO. Dites-moi, Titus Foley, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent aller aux élections dans ces conditions-là? Je rappelle quand même que c'est le président du FOPA qui parle d'imposture, et également le parti Union Nationale qui est quand même membre de cette coalition, un parti, il ne faut pas oublier, André Mahbam, c'est celui-là même qui s'est autoproclamé président élu du Gabon après l'élection contestée de 2009. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller défier Ali Ben Bongo dans ces conditions-là? Non, s'ils vont en rang dispersé, ils vont échouer. Et j'ai l'impression même qu'à l'analyse, pourquoi ne pas voir la main de Ali Ben Bongo derrière toutes ces manœuvres subreptices qui sont en train d'être menées pour, en quelque sorte, étioler l'échafaudage de l'opposition. Vous pensez donc Ali Ben Bongo n'est pas né de la dernière pluie. Il faut toujours compter avec lui jusqu'à la dernière minute. Il a été dans les moules de son père. Il sait comment on utilise les pions sur les damiers. Il sait rebattre les cartes. Et jusqu'à la dernière minute, il a une capacité de nuisance. Donc, à la lutte vont les choses. Quand je vois les gens de l'opposition, les personnalités de l'opposition, incapables de s'entendre dès le début, dès l'entame de ce projet, qui a commencé par enchanter plus d'un. Et déjà, on constate la discorde, la pomme de discorde. Je crains qu'il risque de se faire laminer. Surtout qu'au Gabon, c'est un scrutin à un seul tour. Voilà. Où la majorité simple suffit pour plier l'affaire. Aujourd'hui, Ali Ben Bongo, au départ, a constaté que l'opposition était unie. Il a choisi les maillons faibles. Il est passé par là. Il a fait une infiltration. Donc, si l'opposition ne fait pas attention, cette infiltration-là va leur coûter cher. Parce qu'ils ont commencé déjà par fragiliser le candidat désigné. Donc, ils ont intérêt à s'entendre pour dire, est-ce que nous voulons vraiment prendre le pouvoir? Si nous voulons prendre le pouvoir, taisons nos dissensions et regardons, choisissons le candidat capable de porter les couleurs de l'opposition. Mais, comme il a dit, Ali Ben Bongo a été formé dans les moules du Bongo Père. Et qui connaît Bongo Père, c'est de quoi il est capable. Il a emprunté tous les couleurs du palais. Il a fait le voyage Libreville, Paris plusieurs fois. Il a composé avec le réseau France-Afrique. Il a composé avec tous les réseaux mafieux. Donc aujourd'hui, il maîtrise le couloir du pouvoir. Et si l'opposition ne veut pas prendre en compte ce facteur déterminant-là, elle va perdre, elle va disparaître politiquement de la scène gabonaise. Vous pensez qu'on ne doit pas faire confiance, pourquoi pas à Ali Ben Bongo Ondimba? Il y a plusieurs réformes que l'homme a entamées pour essayer de mener le Gabon à bon port, notamment la réforme agricole, où plusieurs projets de grands chantiers ont été entamés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à ce monsieur-là pour continuer la reconstruction du Gabon? Après un an, le bilan de Ali Ben Bongo est reluisant, à plus d'un titre. Voilà. Plus que son papa, même en 50 ans. Voilà. Ali Ben Bongo est venu. Cette cagnotte qui servait à faire les jeux de nuit, les enveloppes de nuit, les colis de nuit. Cette enveloppe a été maintenant mobilisée, capitalisée, redistribuée dans les vannes de l'administration, où de grandes réformes ont été opérées, de grands chantiers ont été entamés. Il a un bilan qui parle pour lui. Voilà. Mais maintenant, au regard de son bilan, certes, il y a eu des insuffisances. Lui-même, au début, a fait quelques promesses qu'il n'a pas pu tenir. Mais l'autre chose aujourd'hui, qui est devenue en quelque sorte l'une de ses faiblesses,
et il urge pour lui qu'il faille régler ça rapidement, c'est la Légion étrangère. Vous savez, quand on parle de la Légion étrangère, il y a notre collègue, notre compatriote qui est là-bas, le directeur de cabinet, oui, qui est le mal-aimé. Et il va falloir qu'il règle ce problème-là dans les médias. Est-ce qu'il va continuer par faire confiance à son camarade d'ami, à son jeune frère d'ami, tout ça là, l'université, tout ça là, ou est-ce qu'il retrouve dans la famille gabonaise, dans la famille politique de gabonaise, un autre à qui il peut léguer les pouvoirs pour qu'il joue le rôle de point névralgique au niveau de l'administration, au niveau de l'administration présidentielle. S'il n'arrive pas à le faire, si c'est toujours à Combessi qui doit être là, je pense qu'il va prendre beaucoup de poussées. C'est une question de confrérie. Oui, je sais, maçonnerie, la même promotion. la même confrérie, des maçons. Il sera difficile, parce que quand vous écoutez un peu les Gabonais, vous lisez un peu, c'est Massens qui a formaté Ali Ben Bongo. Dès qu'il claque du doigt, l'autre dit. Mais vous pensez que comment est-ce qu'on peut abandonner son compère, son compagnon, parce que le peuple n'en veut pas, parce qu'il est mal aimé? Non, s'il devait abandonner, il l'aurait déjà fait. Quand il y a eu on s'est attaqué aux Béninois là-bas, il ne s'est pas débarrassé de l'intéressé. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant qui va le faire. Le grand problème, c'est au-delà de... Ouais, on a dit il a réduit les dépenses pour les investir au pays. Et en réduisant les dépenses, il prive la France d'une certaine manière. La France ne supporte pas ça. Parce que le père Bongo avait l'habitude d'envoyer régulièrement des mallettes, des enveloppes à la France. Mais depuis qu'il est arrivé, qu'il veut reconstruire le Gabon. Mais vous n'avez pas des preuves de ce que vous avancez, Moïse Soudé. Ah, il faut quand même. Foucault, le réseau Foucault, allez lire un peu Foucault parle. Nous avons lu. Mais bon. Foucault parle, tome 2. C'est Foucault contre vous. Pourquoi prenez-vous pour Pembeni ce que Foucault dit? Mais je dis, quand Foucault écrit, est-ce que le Gabon a porté un démenti? Tout le monde connaît le réseau Foucault. C'est un passé de 50 ans. J'aimerais que vous parliez des acquis de Ali Ben Bongo. Non, honnêtement, il a remis le Gabon sur le rail. Oui. Parce que son papa avait, disons, gaspillé de l'argent. Vous imaginez qu'on envoie, pour éviter la rébellion, la révolte au pays, dès que vous avez le bac, Bongo peut vous envoyer à l'extérieur. Vous pouvez aller faire un doctorat. Le temps pour lui d'avoir la paix. Mais quand son fils est revenu, il dit non, on va arrêter ça. Il a réorienté les ressources financières. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que le Gabon est en train d'être développé. Du point de vue infrastructure, il faut le reconnaître qu'il a travaillé. Mais il y a d'autres côtés où ça ne va pas. Parce que les Gabonais demandent qu'il se débarrasse de ce Béninois-là. Mais aucun régime n'est parfait. Non, aucun régime n'est parfait. Mais ce qu'on lui demande, il faut qu'il se débarrasse de ce Béninois-là qui vient faire la loi au Gabon. Les Gabonais sont clairs là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un important contingent de Béninois qui vivent au Gabon, qui travaillent au Gabon. Non, on ne reproche bien aux Béninois qui travaillent au Gabon. Mais ce Béninois-là, précisément, Massens Sakombessi, qui est pratiquement le président gabonais. Bien sûr. C'est lui le président gabonais. Ah bon? Bien sûr. Le président gabonais. Ali Ben Bongo, c'est un guignol au service de notre compatriote. Comment pouvez-vous affirmer cela? Non, ça, tout le monde le sait. Vous voyez les Gabonais, ils vont vous le dire. C'est un Béninois qui dirige le Gabon. Le Gabon, c'est pas un Béninois. L'autre est là seulement, c'est là qui cache la forêt. Et c'est ce que l'autre lui demande de faire. Il n'a pas le choix. Je suis de son avis, parfaitement de son avis. Il n'a pas le choix. Eh bien, vous affirmez quand même que l'homme a travaillé. Donc ça veut dire que c'est toujours Mexan Combessi qui a travaillé aussi. Non, mais si on reconnaît du mérite à Ben avait déjà une discipline dans le travail du vivant de son père. Et beaucoup l'admiraient par rapport à ça. Ça passe. Il était très effacé. Très effacé. Mais maintenant, quand il a pris les rênes du pouvoir, il a continué dans cette dynamique-là. Et les gens l'ont apprécié. Maintenant, c'est le rôle incubateur de premier plan joué par notre compatriote qui a gaspillé à Libreville. Quand vous allez à Libreville, on vous dit, la Légion étrangère, le Béninois, la Légion étrangère, il va falloir que notre compatriote prenne peut-être la mesure du temps et qu'il revienne un peu pour dire, on peut rester toujours dans les couloirs et sans se faire voir. Devant. Et encore plus efficace. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi il tient tellement à ce poste. Est-ce que c'est seulement à ce poste qu'il pourra régler les grands dossiers? Il s'occupe d'autres affaires occultes pour le président. C'est vous qui le dites. La Constitution prévoit donc un seul tour du scrutin. Une multiplication du nombre de candidats pourrait donc jouer
contre l'opposition face au président sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 et potentiel candidat à sa succession. Il n'est pas encore déclaré. L'élection présidentielle au Gabon est prévue au second semestre 2016. Nous allons ensuite aborder, mesdames, messieurs, notre second débat du jour. Un gouvernement d'union nationale a été formé mardi en Libye, une étape prévue par l'accord parrainé par l'ONU. Libye, gouvernement d'union nationale, clap de fin de la crise que traverse le pays depuis la chute de Kadhafi. Voilà le second thème qui nous intéresse. Avant de le lancer, faisons un autre point de l'actualité à travers le flash d'information. Au Mali, 3 gendarmes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi près de Mossi par des djihadistes présumés. Confirmant l'information, un responsable de la police locale a affirmé que les 3 gendarmes étaient tombés dans une embuscade à une soixantaine de kilomètres de Mossi. En Tunisie, un couvre-feu a été décrété mardi soir à Kasserine, ville défavorisée du centre-ouest de la Tunisie, où 14 personnes ont été blessées lorsque la police a dispersé des manifestants réclamant des emplois. L'on célébrait l'an 1 du soulèvement populaire en République démocratique du Congo ce 19 janvier. Près de 5000 personnes ont manifesté contre le pouvoir mardi à Bukavu, tandis qu'à Kinshasa, la police a empêché toute la journée les rassemblements prévus par l'opposition à la mémoire des morts de la répression des émeutes de janvier 2015. Gouvernement d'union nationale en Libye, 32 ministres représentant les différentes parties et régions composent le dit gouvernement dirigé par l'homme d'affaires tripolitain Fayez El Sarraj. Le débat s'installe juste après l'intermède. Moïse Soudé, vous y croyez à ce gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce que vous appelez gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce que vous appelez gouvernement d'union nationale? On n'a pas tenu compte d'un certain nombre de problèmes. Lesquels? Il y a eu dissension entre l'Ouest et l'Est, entre les libéraux et les islamistes. Mais dans la composition du gouvernement, on a fait la part belle à Misrata, la cité-État. Ils ont eu plus de ministres que les autres. Et déjà, dès le 19, on a donné lecture du gouvernement, les réactions ont commencé. Quand vous voulez régler des problèmes, il faut essayer de contenter tout le monde. Il ne faut jamais faire la part belle à quelqu'un. C'est vrai que la révolte est partie de Misrata, mais ça ne donne pas droit aux gens de faire la part belle à Misrata et d'oublier les autres. Et déjà, certains ont réagi pour dire, ce gouvernement-là, nous, on n'en veut pas. Ça veut dire quoi? Qu'on devait tenir compte du passé, des dissensions, et dire, bon, chaque région, on va vous donner tel ministre pour équilibrer. Mais ce gouvernement n'est pas équilibré. Et je ne suis pas sûr que les Libyens voient le bout du tunnel. Parce que déjà, quand on conteste un gouvernement dit d'union nationale, ça veut dire qu'à un moment donné, on va le mettre les bâtons dans les roues. Moïse Soudé, Titus Folly, ils ont été nommés par le Conseil présidentiel, une instance présidée par Sarraj et créée après la signature en décembre au Maroc de l'accord politique sous l'égide de l'ONU. Cet accord avait été signé par des membres des 2 parlements rivaux libyens, mais n'a depuis pas été ratifié par aucune des chambres législatives. Est-ce que le lit de l'échec ne réside pas déjà? Oui, comme vous l'avez dit, la notion de souveraineté vient de l'instance qui incarne cette souveraineté, l'Assemblée. Le Parlement n'ayant pas ratifié ces textes-là, bon, le projet là devient un projet chimérique. Depuis que l'annonce a été faite, vous avez vu toutes les réactions du côté de ceux qui ont été en quelque sorte lésés, qui sont restés dans la posture des races mortes. On leur a confié presque les derniers rôles. Ils ont déjà commencé par réagir. Et ne soyez pas surpris que, bon, après ces réactions, que le péril djihadiste qui était là latent, ou bien même perceptible, manifeste sur le terrain, prennent encore de l'ascendance. Parce que quand on pense régler des problèmes qui ont en quelque sorte étiolé un pays pendant 4 ans, 5 ans de guerre fratricide, et qu'on en arrive encore là, surtout sous l'égide des Nations Unies, moi j'ai l'impression que Martin Kobler a fait un travail au minimum. Il n'a pas pu combler les attentes. Bon, moi, c'est un gâchis. Moïse Soudé, il ne faut pas oublier que les portefeuilles ont quand même été répartis selon les 3 régions. Je pense à 9 pour l'ouest tripolitaine, 8 pour l'est cyrénaïque et 7 pour le sud faisan.
répartition équitable. Mais pourquoi est-ce que on devrait se sentir lésé? Répartition équitable, on leur a donné quel poste ministériel? Si vous leur donnez des postes où ils n'auront rien, et que vous gardez par exemple défense, finance, pétrole, et vous donnez... Donc, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité des postes qu'on a donnés. Il ne faut pas leur dire, bon, on va contenter-vous de cela. Non, ils réagissent parce qu'on ne leur a pas donné les postes quand même importants. Les postes de souveraineté. Et je crois que l'ONU est en train de montrer aux Africains qu'elle a échoué sur tous les plans. Ses limites. Et l'ONU a montré ses limites. Et dans ces pays-là, l'ONU n'est pas la bienvenue. Parce qu'on estime que, ouais, on a imputé la mort de Kadhafi à Sarkozy. Qui dit Sarkozy dit la France. Et la France fait partie quand même des pays qui ont un droit de veto au niveau de l'ONU. Et les Libyens n'ont pas encore digéré ça. Et avec ça, voilà un gouvernement qui a été validé par l'ONU, qui ne tient pas compte. Je suis d'accord qu'on a tenu compte des 3 régions, mais on devait prendre les grands postes et les répartir équitablement au niveau des 3 régions. C'est pourquoi je dis, on a fait la part belle à Misrata, parce qu'on a dit que la rébellion est partie de Misrata. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que la rébellion est partie de là-bas, mais les autres régions aussi ont pris la relève. Donc ensemble, ils ont participé à cette crise-là. Donc on devait contenter tout le monde et ne pas faire des lésés, parce que c'est de ça que va naître encore une nouvelle rébellion. Et les djihadistes sont là. Vous savez qu'au décès de Kadhafi, les armes ont circulé un peu partout. N'importe comment. N'importe comment. Ils vont récupérer ça, ils vont encore, pour une fois, exterminer le peuple libyen et l'Organisation des Nations Unies va rester sans force. Titus Folly, pour que ce nouveau cabinet devienne opérationnel, il faut le vote de 2/3 de chaque Parlement. Et ils ont 10 jours pour valider cela. Comment... Une gagerie. Vous voyez que c'est une perspective qui ne pourrait pas aboutir. Les ressentiments sont encore tels que l'échafaudage ne peut pas tenir. Les ressentiments ont atteint un point de non-retour, à tel enseigne que dans ce pays qui a connu cette situation malheureuse, les gens ont l'impression que c'est par la supériorité des armes qu'un camp va dicter la loi à l'autre. Et vous savez, aujourd'hui, avec le péril djihadiste, avec Daesh qui a avec ses tentacules qui maîtrise ce pays, Daesh, je pense que c'est pas la loi du djihad et pas la loi des armes qui vont imposer. Il faut purifier ce pays. Ils vont imposer leur leadership à ce pays. Donc, ce pays, j'ai l'impression que ce pays n'a plus d'avenir. Il va falloir maintenant que par rapport à ces grands problèmes structurels au niveau de la Libye, et mieux conjoncturels, que les Nations Unies, si elles veulent être l'instance médiatrice, qu'elles jouent sur ces différents tableaux. Structurels d'abord par rapport aux problèmes auxquels sont confrontés les Libyens, et ensuite structurels par rapport à tout ce qui constitue des dysfonctionnements de l'État libyen, même un État qui est devenu un État délicat, un État qui n'existe plus. Et donc, les 2 instances, le Parlement et le gouvernement, qui entre-temps encore sont en train de faire une guerre lasse, au regard de tous ces paramètres-là, j'ai l'impression que l'avenir n'est pas pour demain. Moïse Soudé, la communauté internationale s'invite massivement dans la résolution de ce conflit. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, hier, le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, hier aussi, le ministre italien des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, tous saluent ce nouveau gouvernement. Que gagne l'Europe à voir se résorber cette crise-là en Libye? Il n'y a pas le pétrole en Libye. Il y a le pétrole libyen qui intéresse tout le monde. On veut vite pacifier la Libye pour prendre le pétrole bien. On veut détruire ces pays au moment où les Libyens seront en train de se tuer. Les pays occidentaux vont exploiter le pétrole. C'est le pétrole libyen qui divise tout le monde. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que c'est l'unique objectif de l'Europe? Oui, je vous ai dit la dernière fois ici que la communauté internationale, c'est quoi ça? La communauté internationale n'intervient que quand il y a des intérêts en jeu. Et il y a d'énormes intérêts en jeu. Le pétrole libyen intéresse tout le monde. Et je crois que la communauté internationale n'a même pas intérêt à ce que les Libyens s'entendent. Parce que le jour où les Libyens vont s'entendre, ils vont fermer les raffineries, l'Europe n'aura plus rien. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je parle souvent de pyromanes sapeurs-pompiers. C'est la même personne qui arme les camps adverses, qui viennent encore sur la place publique pour dire calmez-vous, communauté internationale, on va régler. Non, c'est un problème d'intérêt. Et je crois qu'il revient aujourd'hui aux Libyens eux-mêmes de s'asseoir et de dire est-ce que nous voulons que notre pays existe? Parce que ça ne gênerait pas la communauté internationale de faire disparaître la Libye de la carte. Et Kadhafi l'avait déjà dit.
s'il devait quitter le pouvoir, il faut que la Libye, il fera disparaître la Libye de la carte du monde. Et c'est ça qui continue. Parce que Kadhafi a encore du soutien. Et ceux qui n'ont pas encore digéré la façon dont Kadhafi a été assassiné veulent détruire, veulent exterminer complètement la Libye. Donc je crois que ce qui reste maintenant, c'est peut-être un Dieu qui viendra au secours des Libyens. L'ONU a échoué. Donc vous pensez que cette crise-là n'aura pas de fin? Il faut rappeler quand même que l'objectif des Occidentaux, c'est de voir s'installer une autorité à même de lutter contre Daesh. Il ne faut pas oublier. Paris a communiqué un chiffre qui est quand même effroyable. 3000 soldats de Daesh qui sont en Libye et qui sont armés jusqu'aux dents. Est-ce que l'Europe ne gagne pas réellement à ce que le pays soit pacifié? Je suis d'avis avec mon confrère, mais je voudrais ajouter cet élément que vous venez de faire ressortir. La Libye, dans cet état, c'est l'insomnie pour l'Europe. Parce que l'arrière-plan de l'Europe, c'est d'abord la Libye. C'est la Libye. Donc, si le péril djihadiste n'est pas maîtrisé, n'est pas cerné, les Européens n'ont pas la paix. Donc, il est de leur intérêt, au-delà de la manne pétrolière. Donc, ce n'est pas que le pétrole. Essentiellement, mais la sécurité. La sécurité d'abord. Non, d'abord le pétrole et la sécurité après. Ah bon? Parce qu'au-delà de tout, oui, ils sont aux anges depuis que le baril de pétrole est à moins de $30 ou $35. Là, ils sont aux anges. C'est ça leur intention dès le début. Et ils ont atteint. Ils n'ont jamais vu que le baril de pétrole écume les sommets. Donc, maintenant, ils ont réussi ça. Mais ils ont réussi ça là, mais ils ont l'insécurité à portée de main. Il va falloir maintenant, et ils ont compris, qu'ils essaient de sortir de l'éteignoir. Mettre un gouvernement qui pourrait, en quelque sorte, rassembler les deux parties. Aller à une table de négociation. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le projet est si mal parti que, bon, il n'y a pas tellement espoir. Alors, vous savez, le diable se trouve dans le détail. Et dans la formation de ce gouvernement, ils n'ont pas tenu compte d'un certain nombre de détails. Lesquels? Les grands postes. Les grands postes, mais on aurait pu dire... La défense, le pétrole, les affaires étrangères. On devrait quand même tenir compte de chaque région. Mais si on remet le gros loi, l'autre va dire, mais si vous me donnez le ministère de la Jeunesse des Sports, je vais faire quoi avec? Le ministère de la Jeunesse, je vais faire quoi avec? Le ministère des Affaires, je ne sais pas. Donc il faut redistribuer les cartes. Et c'est après cela que parce que les autres refusent de signer. Et ils ne vont pas signer. Comme dirait quelqu'un, c'est du tigre sur papier. Donc il faut quand même refaire un nouveau gouvernement qui prendra en compte toutes les revendications qu'on a enregistrées depuis le 19. Sinon, ce n'est pas demain la veille. Alors, il faut préciser que le controversé général Khalifa Haftar est quand même le commandant des forces loyales au pouvoir internationalement reconnu, n'a pas été associé dans ce gouvernement, et il se murmure que le ministre de l'Intérieur qui a été nommé est carrément un de ses opposants. Farouche. Est-ce que le gouvernement d'union nationale peut alors valider un tel gouvernement? Vous ne pouvez pas vouloir pacifier un pays comme ça. Il y a des gens qui sont incontournables, mais qu'on vient de contourner. Il va rester bras croisés, mais il sait que ça va échouer. Voilà, d'abord dit il fallait inviter toutes les forces en présence en Libye pour dire qu'allons-nous faire? Il ne faut écarter personne. Le général, il a été écarté. Et il est là, il observe. C'est un général, il a déjà mis en place sa stratégie de guerre. Et le ministre de la Défense a été nommé un ministre de la Défense avec lequel il ne s'est jamais entendu. Bien sûr. Vous mettez mon adversaire là, et vous voulez que je fasse. Vous voulez que mon adversaire soit mon chef. C'est-à-dire que c'est de lui que je vais recevoir mes ordres. Ça ne passera pas. C'est déjà là qu'il y a blocage. C'est déjà là qu'il y a blocage. Donc il faut revoir ce gouvernement-là si on veut vraiment la paix en Libye. Et au-delà de ces paramètres, il faut reconnaître aussi que l'Égypte, qui est devenue en quelque sorte l'ange gardien de cette zone-là, n'a pas vu ses feudataires être insérés dans cet accord. Et donc, depuis l'Égypte, je suis sûr que les gens vont tirer sur les ficelles et vont faire échouer, cet accord. Alors, le groupe djihadiste État islamique, il ne faut pas oublier, a revendiqué au début de ce mois, 2 attentats meurtriers ayant fait plus de 56 morts et lancé des attaques visant le croissant pétrolier situé, messieurs, dans le nord de ce pays qui dispose des réserves pétrolières les plus importantes d'Afrique, estimées à environ 48 milliards d'euros. Le groupe djihadiste sait que c'est ça qui intéresse les Occidentaux. Et nous allons détruire ça, ils n'auront rien. Je vous ai dit, ce n'est pas la sécurité des Libyens qui intéresse la communauté internationale, c'est le pétrole.
et ACMIA, ils ont compris que l'État islamique a compris que si nous détruisons ça, ils vont rebousser chemin. Mais si on leur laisse ça, ils vont prendre ça. Parce que vous oubliez que c'est encore la communauté internationale qui en soumet, livre des armes à ceux-là pour s'entretuer. Au moment où les Libyens s'entretuent et ils s'occupent de leur pétrole. Et les gens ont compris pour dire, ah, ces gens-là sont en train de nous distraire pour nous dépouiller de notre pétrole. C'est pourquoi ils sont allés faire ce qu'ils ont fait là. Moïse Soudé, merci. Merci d'avoir été là. C'est déjà terminé. Titus Foley, merci beaucoup d'avoir été là. La Libye est plongée dans le chaos et livrée à des groupes armés depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 et les deux autorités s'y disputent le pouvoir depuis la prise de la capitale Tripoli par des milices en partie islamistes à l'été 2014. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Angle de vue sur Sika. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Sika. À bientôt.